Bienvenue sur la scène Phénomènes inexpliqués. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions chaque jour des histoires de phénomènes mystérieux inspirés de faits réels. Soutenez-nous. Aimez-nous si vous appréciez ce que nous faisons pour vous. 5 décembre 1872. L'océan Atlantique, à environ 640 km à l'est des Açores. Un vent froid soulève des vagues immenses. Oliver Devieux, second du brigantin Dei Gracia, plisse les yeux et scrute l'horizon avec sa lunette. Le navire repéré une heure plus tôt se déplace étrangement. Trop étrangement. « Il y a un problème, capitaine. » « Elle louvoie comme si elle était ivre, » dit Devieux, en tendant le télescope au capitaine David Reed Morehouse. Morehouse fixe le navire un long moment. C'est un brig-goélette américain de taille moyenne. Ses voiles sont partiellement enroulées, certaines déchirées. Le navire penche étrangement à bâbord, mais continue d'avancer, porté uniquement par le vent et le courant. « Émettez un signal de détresse », ordonne Morehouse, mais il n'y a pas de réponse. Le brig poursuit sa route chaotique. « Préparez le bateau, je vais monter à bord moi-même », ordonne Morehouse en tendant le télescope à son second. Le jour décline rapidement. L'Atlantique est agité en ce mois de décembre. Un canot de sauvetage transportant Oliver Dewey et 2 marins s'approche prudemment de l'étrange navire. L'inscription sur le flanc est clairement visible. Marie Céleste, New York. Morehouse regarde ses hommes partir. Son malaise grandit. Il connaît ce navire et son capitaine. Le Marie Céleste avait quitté New York 8 jours avant le Dei Gracia. Ils avaient la même destination, Gênes, en Italie. Dewey rejoint le Marie Céleste et interpelle l'équipage. Silence. Seul le grincement du gréement et le clapotis des vagues contre la coque se font entendre. Il grimpe à l'échelle de corde, suivi des marins. Ce qu'ils verront sur le pont de cette goélette changera leur vie à jamais et donnera naissance à l'un des mystères maritimes les plus énigmatiques de l'histoire. 4 novembre 1872, New York, quai 50. Benjamin Spooner Briggs, capitaine de 37 ans réputé pour sa fiabilité et sa piété, inspecte les derniers préparatifs à bord du Marie Céleste. C'est son premier voyage à bord de ce navire, et il y prend un soin particulier. « Tout est sur la liste, capitaine », rapporte le premier lieutenant Albert G. Richardson en remettant à Briggs les papiers contenant l'inventaire de la cargaison. Briggs examine attentivement la liste. 1711 barils d'alcool dénaturé, destinés à fortifier les vins italiens. La valeur totale de la cargaison s'élève à 35 000 $, une somme considérable pour 1872. « Les canons sont-ils bien fixés ?» demande Briggs. « Oui, capitaine, tout a été vérifié 2 fois, » répond Richardson. D'après les documents du navire, le capitaine Briggs assume une responsabilité particulière lors de ce voyage. Pour la première fois, il emmène sa famille avec lui. Sa femme, Sarah, et leur fille de 7 ans, Sophia Matilda. Leur fils de 2 ans, Arthur, sera hébergé par sa grand-mère. Sarah Briggs arrive sur le pont, tenant la main de sa fille. Fille et épouse de capitaine, elle connaît bien la mer et a passé suffisamment de temps sur des navires pour ne se faire aucune illusion sur les voyages en mer. « Tout est prêt, Benjamin » demande-t-elle en s'approchant de son mari. « Presque. Nous attendons le dernier membre de l'équipage » répond Briggs en regardant le quai. Selon les documents, l'équipage du Marie Céleste était petit, mais expérimenté. Le premier lieutenant Albert Richardson, le second lieutenant Andrew Gilling, l'intendant Edward William Head et 4 marins, Faulkner Ardens, Arnie Lochen, Gottlieb Gonchal et Vollert Lorenzen. Le dernier marin, Gottlieb Gonchal, toricine al mando, s'approche du navire. Il monte rapidement à bord, s'excusant de son retard. Tout le monde à votre poste, monsieur Richardson. Préparez-vous à appareiller, ordonne Briggs. Selon les archives du port de New York, le Marie Céleste quitta le quai à Trésor le 7 novembre 1872, en direction de Sienne avec une escale aux Açores. C'est la dernière fois que le navire est aperçu avec un équipage à bord. D'après le journal de bord du Marie Céleste, retrouvé intact à bord, les premiers jours de voyage se déroulent sans incident. La météo est favorable, avec un vent favorable. Le capitaine Briggs consigne régulièrement la position du navire, les conditions météorologiques et l'état de la cargaison. Le 8 novembre, le temps s'ensa. Briggs nota dans son journal « vent fort, mer agité ». Le baromètre baissait. Le soir même, une tempête éclata. D'après le journal, le navire résista bien à la tempête, malgré quelques dégâts mineurs. Le 9 novembre, Briggs écrivait
La tempête s'est calmée. Le navire a été inspecté. Une petite fuite a été découverte dans la cale. Les pompes fonctionnent correctement. Plusieurs barils d'alcool se sont déplacés, mais il n'y a pas de dégâts sérieux. Il s'agit de la première mention de problèmes de cargaison qui pourrait plus tard jouer un rôle clé dans le mystère du Marie Céleste. Les jours suivants, à en juger par le journal de bord, se déroulent relativement calmement. Le Marie Céleste poursuit sa route vers les Açores. Briggs note régulièrement la position du navire, la direction du vent et l'état de la mer. Le 17 novembre, une note apparaît. Forte odeur d'alcool provenant de la cale. L'inspection a révélé que plusieurs fûts sont dépressurisés. La cale est en cours de ventilation. Le 24 novembre, la dernière inscription au journal de bord fut faite. Détroit de Santa Maria, Açores. Cette inscription indiquait que le Marie Céleste se trouvait à environ 800 km du lieu où il serait découvert vide, le 4 décembre. Ce qui s'est passé entre le 24 novembre et le 4 décembre 1872 à bord du Marie Céleste reste l'un des plus grands mystères maritimes de l'histoire. Ni le capitaine Briggs, ni sa famille, ni aucun membre de l'équipage n'ont jamais été revus vivants. 4 décembre 1872, Océan Atlantique, à environ 640 km à l'est des Açores. Oliver Devieux, second du Dei Gratia, monte à bord du Marie Céleste avec 2 marins, John Wright et John Johnson. Selon son témoignage ultérieur lors de l'enquête sur Gibraltar, le pont du navire était vide. Il n'y avait aucune trace d'équipage, ni de passagers. Le navire gîtait légèrement sur bâbord. Certaines voiles étaient déchirées, d'autres repliées. Les panneaux étaient ouverts, ce qui est inhabituel pour un navire en mer, surtout par temps orageux. Monsieur Wright, inspectez la proue. Johnson, vérifiez la cale. Je vais inspecter les cabines, ordonnait Devieux. Dans la cabine du capitaine, Devieux découvre une scène étrange. Tout est à sa place, y compris les précieux instruments de navigation, l'argent et les effets personnels. Sur la table se trouve une carte de navigation ouverte, et à côté, le journal de bord, dont la dernière entrée est datée du 24 novembre. La cabine de Sarah et Sophia Briggs est du même acabit. Les vêtements sont soigneusement pliés, les effets personnels sont rangés. Sur une petite table se trouve un pic-aiguille avec un ouvrage inachevé. De retour sur le pont, Devieux reçoit les rapports des marins. Une cargaison d'alcool est présente dans la cale, certains fûts sont endommagés et une forte odeur se dégage. Aucun signe d'incendie ni d'explosion n'est décelé. La proue du navire est également vide. Le seul canot de sauvetage du Marie Céleste a disparu. Un cordage coupé ou cassé, provenant peut-être du canot, a été retrouvé à l'arrière. Il y a environ 1,5 mètre d'eau dans la cale, mais les pompes fonctionnent correctement et pourraient facilement éponger une telle fuite. Le navire est abandonné, mais en bon état, conclut Devieux. Il n'y a aucune trace de lutte, d'attaque de pirates ou de panique. Devieux et les marins retournent au Dei Gratia et rapportent leurs conclusions au capitaine Morehouse. Après une brève réunion, Morehouse prend une décision qui déclenchera une série d'événements menant à l'une des enquêtes maritimes les plus célèbres. Nous livrerons ce navire au port le plus proche. Monsieur Devieux, vous prendrez le commandement du Marie Céleste avec 2 marins. Suivez-nous jusqu'à Gibraltar. Ainsi débute l'histoire officielle du Marie Céleste, navire fantôme. 2 navires, le Dei Gratia et le Marie Céleste sans équipage, mettent le cap sur Gibraltar, le port principal le plus proche où ils pourront signaler la mystérieuse découverte et lancer une enquête officielle. 8 décembre 1872. Gibraltar. Après 4 jours de mer, le Dei Gratia et le Marie Céleste entrent au port. La nouvelle de l'absence d'équipage se répand rapidement parmi les habitants et les marins. Le capitaine Morehouse fit immédiatement appel aux autorités britanniques, Gibraltar étant sous domination britannique. Une enquête officielle fut ordonnée, menée par Frédéric Solaflode, procureur général de Gibraltar. Selon les documents d'enquête, le tribunal a créé une commission spéciale, présidée par l'inspecteur de la marine John Austin, pour inspecter minutieusement le Marie Céleste. Austin et son équipe ont passé plusieurs jours à bord du navire, examinant chaque détail. Leur rapport, conservé dans les archives de la cour de l'Amirauté, contient les observations clés suivantes. 1. Le navire est en bon état de navigabilité, avec des dommages mineurs causés par la tempête. 2. 3,5 pieds d'eau ont été trouvés dans la cale, mais les pompes étaient en bon état de fonctionnement. 3. Toutes les écoutilles sont ouvertes, malgré les signes de mauvais temps récents. 4. Le seul bateau manque. Une corde coupée a été retrouvée à l'arrière. 5. La cargaison, 1701 barils d'alcool dénaturé,
est généralement en bon état, bien que plusieurs barils soient endommagés et fuient. 6. Tous les objets de valeur, instruments de navigation, effets personnels de l'équipage et des passagers sont restés à bord. 7. Il n'existe pas. Эта часть 2 из которых общего текста. Контекст, конец предыдущей части. Trouvé à l'arrière. 5. La cargaison, 1701 barils d'alcool dénaturé, est généralement en bon état, bien que plusieurs barils soient endommagés et fuient. 6. Tous les objets de valeur, instruments de navigation, effets personnels de l'équipage et des passagers sont restés à bord. 7. Il n'existe pas. Texte de la rédactiravanie, de journal de bord, un appareil permettant de mesurer la vitesse d'un navire. 8. Le seul sextant et le seul chronomètre à bord ont été retrouvés dans la cabine du capitaine. De reste de nourriture ont été retrouvés dans la cuisine. La vaisselle était propre. Tout était à sa place. 10. Il n'y a aucun signe de lutte ou de violence sur le pont. Sur la base de ces observations, Austin conclut. L'équipage a abandonné le navire de manière précipitée mais ordonnée. La raison n'est pas évidente, car le Mary Celeste était en état de naviguer et aurait pu continuer à naviguer. Au cours de l'enquête, le tribunal interroge de nombreux témoins. Le capitaine Morehouse, Oliver Dewey, des membres de l'équipage du Dei Gracia, des responsables du port de New York et des agents de l'expéditeur. Une attention particulière est portée à la question de l'assurance. Le Mary Celeste était assuré $14,000 à cargaison $35,000. Des spéculations sur une possible fraude à l'assurance ont été émises, mais elles ont été rapidement écartées, les navires et sa cargaison ayant été retrouvés intacts. Flotte, cependant, reste méfiant. Dans ses notes, qui seront publiées plus tard, il écrit « Les circonstances étranges de l'affaire suggèrent que l'équipage du Dei Gratia pourrait avoir été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition des passagers du Mary Celeste. Ce soupçon, bien que non étayé par des preuves, influencera la décision finale du tribunal concernant la récompense de sauvetage. 20 décembre 1872. L'enquête sur Gibraltar se poursuit. Le tribunal examine différentes versions de la disparition de l'équipage du Mary Celeste. 1. Mutinerie à bord. Cette théorie est rapidement écartée, car il n'y a aucune trace de lutte ou de violence. De plus, la réputation du capitaine Briggs comme commandant juste et respecté est bien connue. 2. Attaque de pirates. L'absence de traces de lutte, ainsi que le fait que tous les objets de valeur soient restés intacts, rendent cette version peu probable. 3. Rencontre avec un calmar géant ou un autre monstre marin. Bien que cette version ait été populaire parmi les marins de l'époque, le tribunal ne trouve aucune preuve matérielle d'un tel incident. 4. Exposition aux vapeurs d'alcool. Cette théorie est sérieusement envisagée. Le docteur James Patton, expert médical impliqué dans l'enquête, témoigne. Les vapeurs d'alcool dénaturées dans un espace clos peuvent atteindre des concentrations présentant un risque d'explosion. De plus, l'inhalation de ces vapeurs peut provoquer des hallucinations et des crises de panique. 5. Abandon temporaire du navire en raison du risque d'explosion. Cette théorie, combinée à la précédente, devient la plus plausible pour le tribunal. Les écoutilles ouvertes, le canot de sauvetage manquant et le cordage sectionné indiquent que l'équipage a peut-être temporairement abandonné le navire par crainte d'une explosion d'alcool, avec l'intention de revenir une fois le danger passé. James Winchester, copropriétaire du Mary Celeste, arrivé à Gibraltar pour participer à l'enquête, est favorable à cette théorie. Il pense que le capitaine Briggs, craignant pour la sécurité de sa famille et de son équipage, a peut-être décidé d'abandonner temporairement le navire. Mais pour une raison inconnue, peut-être à cause d'une tempête soudaine, ils n'ont pas pu revenir. Le 26 décembre 1872, le tribunal rendit sa décision. La cause de la disparition de l'équipage du Mary Celeste demeure indéterminée. Il n'existe aucune preuve de crime ou de fraude de la part de l'équipage du Dei Gratia, mais des soupçons subsistent. En raison de ces soupçons, ainsi que des circonstances mystérieuses de l'affaire, le tribunal accorde à l'équipage du Dei Gratia une prime de sauvetage de seulement 1/6 de la valeur du navire et de la cargaison, $8 300, au lieu du 1/3 habituel. L'enquête officielle se termine donc sans conclusion définitive sur le sort de l'équipage du Mary Celeste. Cette incertitude alimenterait de nombreuses théories, lejos des especulaciones dans les années à venir. Capítulo 1863. La nouvelle de Mystère de Mary Celeste se répand des deux côtés del Atlántico.
Les journaux de New York, Londres et Paris publicent des articles sensationnels por le navire fantôme, offriant les explicaciones les plus fantaisistes a la disparición del equipaje. Le New York Herald écrit: Quelle force à pied pousser 10 personnes, dont une femme et un enfant, à abandonner un navire en état de marche en pleine mer? C'est une question qui pourrait ne jamais trouver de réponse. À Marion, dans le Massachusetts, la famille de capitaine Briggs espère encore un miracle. Selon un journal local, la mate de Sarah Briggs, Elizabeth Cobb, garde espoir. Mon gendre est un marin expérimenté. S'il y a bien quelqu'un qui peut survivre en haute mer, c'est bien lui. Mais le temps passe et on est sans nouvelles de l'équipage. Les autorités maritimes américaines et britanniques sont lancées des enquêtes dans tous les ports de l'Atlantique, mais en vain. Entre-temps, l'essor du Marie Céleste était scellé. Après avoir rempli toutes les formalités à Gibraltar, le navire fut jugé apte à reprendre du service. En février 1863, il retourna à New York sous le commandement d'un nouveau capitaine nommé par la compagnie d'assurances. À son arrivée à New York, le Marie Céleste devient un monument local. Des centaines de personnes affluent au port pour admirer le célèbre navire fantôme. Certains payent même pour avoir le privilège d'embarquer et de visiter la cabine où la famille Briggs a été vue pour la dernière fois. James Winchester, copropriétaire du navire, peine à trouver un nouvel équipage pour le Marie Céleste. De nombreux marins refusent de servir à bord, le croyant maudit. Finalement, le Marie Céleste fut vendu à un nouveau propriétaire et poursuivit son service commercial, mais sous un nouveau nom, l'Esperus. C'est une pratique courante pour les navires à mauvaise réputation. Un nouveau nom vise à effacer les mauvaises associations. Cependant, rebaptiser le navire n'aide pas à effacer sa sombre réputation. Selon les marins qui ont servi sur l'Esperus au cours des années suivantes, le navire était constamment en proie à des malheurs. Pannes fréquentes, accidents et bruits étranges la nuit. En 1885, 3 ans après le célèbre incident, l'essor du Marie Céleste fut enfin scellé. Le navire, désormais vieux et usé, fit route vers les côtes d'Haïti avec une cargaison de bois. Selon les rapports officiels, le capitaine aurait intentionné diriger le navire vers le récif de Rocador, au large de la côte nord de l'île, dans le but de commettre un fraude à l'assurance. Une enquête révèle le naufrage intentionnel et le capitaine et le propriétaire du navire sont actuellement poursuivis en justice. Ainsi s'achève l'histoire peu glorieuse d'un navire devenu le symbole de l'un des plus grands mystères maritimes de l'histoire. La coque du Marie Céleste reste sur le récif, s'érodant progressivement sous la force des vagues et du temps, jusqu'à disparaître dans les profondeurs. 1884. 12 ans après la mystérieuse disparition de l'équipage du Marie Céleste, le mystère perdure dans le folklore maritime, mais l'intérêt du public s'estompe peu à peu. Soudain, l'histoire prend un nouvel élan avec la publication dans le magazine britannique Cornhill Magazine d'un article intitulé « J. Habakkuk Jephson's Statement ». L'auteur, le jeune médecin écossais Arthur Conan Doyle, qui deviendra plus tard célèbre pour ses histoires de Sherlock Holmes, crée une version fictive mais extrêmement convaincante des événements à bord du Marie Céleste. Dans son récit, le navire est capturé par des vengeurs africains, qui tuent tout l'équipage, à l'exception du narrateur fictif. L'histoire est entièrement fictive, mais écrite de manière si réaliste que de nombreux lecteurs la prennent pour un fait avéré. L'histoire de Conan Doyle, bien que fictive, a eu un impact considérable sur la perception publique du mystère du Marie Céleste. Certains détails s'y les sentiers naval, comme le nom du navire, Marie Céleste, avec son orthographe française, sont souvent par la suite perçus à tort comme des faits historiques. Pendant 7 ans, les milieux scientifiques continuaient de chercher une explication rationnelle au mystère. En 1884, le capitaine de la Royal Navy britannique, Frederick Marryat, publia un article proposant une explosion de vapeurs d'alcool. Selon sa théorie, une petite explosion dans laquelle aurait pu effrayer l'équipage, le forçant à abandonner temporairement le navire dans un canot de sauvetage attaché au navire par une corde. Mais la corde s'est rompue,
et les canots de sauvetage et son équipage sont été emportés en mer, où tous les passagers sont péris. Cette version, bien qu'elle n'explique pas certains détails, par exemple, pourquoi il n'y avait aucune trace d'explosion sur le navire, devient la plus acceptée parmi les experts. En 1887, le capitaine George Blashford de la marine marchande britannique, qui commandait le Marie Céleste après son retour à New York, publia ses mémoires, 2 mois sur un navire fantôme. Il décrit le navire comme techniquement superbe, mais avec une certaine inquiétude. Blashford note des bruits inhabituels entendus la nuit, pas le craquement habituel du bois, mais quelque chose de plus humain. Son histoire, bien qu'elle contienne des éléments typiques des superstitions maritimes de l'époque, ajoute une touche mystique à l'histoire déjà énigmatique du Marie Céleste. À la fin du XIXe siècle, le sort de l'équipage du Marie Céleste restait inexpliqué, mais l'intérêt pour ce mystère persistait. L'histoire du navire fantôme entra dans le folklore maritime, symbole des disparicions inexpliquées et des mystères de l'océan. 1913, 41 ans après la disparition de l'équipage du Marie Céleste, Oliver de Guy, l'homme qui était monté à bord du navire abandonné en décembre 1872, décède dans une maison de retraite de Boston. Quelques jours avant sa mort, de Guy dicte une lettre à son petit-fils, dans laquelle il raconte des événements dont il n'avait jamais révélé certains détails auparavant. Selon la lettre, publiée dans le Boston Herald quelques semaines après la mort de Guy, d'étranges traces ont été trouvées à bord du Marie Céleste qui n'étaient pas incluses dans le rapport d'enquête officiel. Sur le pont, j'ai remarqué des taches sombres ressemblant à du sang, écrit de Guy. Et dans la cabine du capitaine Briggs, on a découvert une note que le capitaine Morehouse et moi avons décidé de ne pas présenter au tribunal, craignant d'être considérés comme complices de la disparition de l'équipage. Le contenu de cette note prétendument trouvée par Dewey n'est pas révélé, déclenchant une nouvelle vague de spéculations et de théories. Les historiens et les chercheurs en mystère maritime sont sceptiques quant à cette confession posthume. Nombreux sont ceux qui pensent que Dewey aurait inventé ces détails pour ajouter du suspense à son rôle dans ces événements tristement célèbres. Il est impossible de confirmer ou d'infirmer les affirmations de Dewey. Tous les autres participants directs aux événements étaient déjà décédés à ce moment-là. En 1924, l'historien naval Charles Flint publie le livre « Le mystère du Marie Céleste, faits et théories », dans lequel il analyse en détail toutes les circonstances connues de l'affaire. Flint arrive à une conclusion qui deviendra l'explication la plus acceptée du mystère pendant des décennies. Le capitaine Briggs, découvrant que les vapeurs d'alcool dans la cale avaient atteint des niveaux dangereux, ordonna à l'équipage d'abandonner temporairement le navire, prévoyant de le suivre dans un canot de sauvetage à bonne distance. Cependant, à la suite d'une tempête soudaine ou d'une autre circonstance imprévue, la corde reliant le canot de sauvetage au navire se rompit et les hommes se retrouvèrent en pleine mer, où ils périrent probablement de soif, de faim ou se noyèrent dans la tempête. Cette version explique la plupart des faits connus. Écoutille ouverte dans la cale pour la ventilation, absence de canot et de cordage coupé, absence de journal de bord, il aurait pu être emporté dans le canot pour la navigation. Mais de question subsiste. Pourquoi un capitaine expérimenté comme Briggs aurait-il risqué la vie de sa famille dans un petit canot de sauvetage au milieu de l'Atlantique si le navire était en bon état? Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé trace du canot de sauvetage, ni des corps des victimes? Ces questions laissent place à des théories alternatives qui continuent d'émerger tout au long du XXe siècle. Des explications scientifiques rationnelles aux hypothèses les plus fantaisistes. Année 1940. L'intérêt pour le mystère du Marie Céleste demeure indéniable, même 7 décennies après les événements mystérieux. L'histoire du navire fantôme continue d'inspirer écrivains, cinéastes et chercheurs. En 1942, le film « Le mystère du Marie Céleste », dont le nom du navire est mal orthographié en français, popularisé grâce au récit de Conan Doyle, est sorti. Le film présente une version fictive des événements, expliquant la disparition de l'équipage par les agissements d'un tueur en série à bord. Les milieux universitaires continuent d'analyser les faits connus. En 1947, John Stevens, professeur à l'Université Harvard et spécialiste d'histoire maritime, publia un article intitulé « Une explicación rationnelle du mystère du Marie Céleste ». Stevens émet l'hypothèse que l'évacuation aurait pu être provoquée non pas par la menace d'une explosion, mais par une fuite soudaine de vapeur toxique de la cale. L'alcool dénaturé de l'époque contenait souvent de l'alcool méthylique et d'autres substances toxiques. De fortes concentracions de ces vapeurs auraient pu provoquer des symptômes d'intoxication,
des hallucinations et des crises de panique chez l'équipage. Cette théorie explique pourquoi l'équipage aurait pu abandonner le navire de manière précipitée mais ordonnée, sans emporter d'objets de valeur avec lui. Il aurait pu prévoir de revenir lorsque l'air à bord du navire se serait éclairci. Dans les années 1950 et 1960, des explications plus exotiques ont émergé, reflétant l'intérêt du public pour le paranormal. Enlèvement extraterrestre, voyage dans une dimension parallèle et exposition à des champs énergétiques inconnus dans le triangle des Bermudes, même si le Mari Céleste était situé loin de la zone. En 1965, l'écrivain et chercheur marin Edward Roach a mené une étude à grande échelle des conditions météorologiques de l'Atlantique en novembre-décembre 1872, en s'appuyant sur les documents existants. Il découvre que le 25 novembre, le lendemain de la dernière inscription dans le journal de bord du Mari Céleste, un trombe marine soudain, phénomène rare mais familier aux marins, a été enregistré dans la zone où le navire était présumé se trouver. Selon la théorie de Roche, l'équipage aurait pu apercevoir la trombe marine qui approchait et décider d'abandonner temporairement le navire, craignant qu'il ne chavire ou ne subisse de graves dommages. Mais un événement inattendu, une corde cassée, une tempête soudaine, les empêcha de revenir. Cette théorie gagne du terrain parmi les marins professionnels, car elle explique pourquoi un capitaine expérimenté comme Briggs aurait pu décider d'évacuer malgré le bon état du navire. À la fin des années 1960, le mystère du Mari Céleste reste non résolu. Mais la recherche scientifique et l'analyse des données historiques fournissent de plus en plus d'explications rationnelles, fondées sur des dangers maritimes connus et des faits documentés. Années 1980-2000. Avec le développement des technologies et des nouvelles méthodes de recherche historique, le mystère de la Mari Céleste fait l'objet d'analyses encore plus approfondies. En 1982, l'historien Charles Edey a publié The Riddle of the Mari Celeste, New Evidence on Seventh Old Mysteries, qui analysait 7 théories principales sur la disparition de l'équipage et présentait de nouvelles preuves documentaires découvertes dans les archives. Parmi ces preuves figure un rapport inédit d'un inspecteur de Lloyd's ayant inspecté le navire à Gibraltar. Il mentionne qu'outre des écoutilles ouvertes, une pompe de cale démontée a été retrouvée sur le Mari Céleste. Cette observation, combinée au fait connu de 3,5 pieds d'eau dans la cale, fournit la base d'une nouvelle théorie. Peut-être l'équipage a-t-il été confronté à une augmentation soudaine du niveau d'eau dans la cale et a-t-il été contraint d'évacuer par crainte d'une inondation. En 1993, la Smithsonian Institution a organisé un symposium sur le mystère de Mari Celeste. Reunison des historians, des ingénieurs marins, des meteorologues et d'autres expertos. Sur la base des résultats du symposium, une nouvelle théorie globale est formulée, qui prend en compte tous les faits connus. 1. À la suite d'un tempesto début de novembre 1872, plusieurs barils d'alcool dans la cale du Mari Celeste firent endommagés, provocant un fuite de vapor. 2. Les 24 et 25 novembre, la concentration de vapeurs avait atteint un niveau dangereux, et le capitaine Briggs ordonna l'ouverture de ses coutilles de la cale pour assurer la ventilation. 3. Dans le même temps, le navire portait être confronté à l'un des phénomènes suivants, un chute soudain de la pression atmosphérique, provoquant une évaporation accrue de l'alcool. Trombe marine ou phénomène atmosphérique inhabituel. Activité sismique sur le fond de l'océan qui pourrait simuler une explosion. 4. Briggs a décidé d'abandonner temporairement le navire dans un canot de sauvetage attaché au navire avec une corde. 5. Une rafale de vent ou une vague soudaine a brisé la corde, emportant le bateau avec les gens vers la haute mer. 6. L'équipage, se retrouvant sans provisions suffisantes et sans instruments de navigation, est probablement mort de soif, de faim, ou s'est noyé lors de la tempête qui a suivi. Cette théorie est considérée comme la plus étayée par les experts, même si elle laisse certaines questions sans réponse. Le documentaire de 2001 de la Smithsonian Channel, The True Story of the Mari Celeste, présente les résultats d'une simulation informatique des conditions météorologiques et des mouvements du navire en novembre et décembre 1872. La modélisation suggère que le 25 novembre, la zone Golon pense que Mari Celeste se trouvait pourrait avoir été le théâtre d'un phénomène atmosphérique rare connu sous le nom de faux soleil ou de vol stationnaire, une illusion d'optique qui peut créer l'apparence d'un deuxième soleil ou d'une lumière vive à l'horizon. Pour les marins superstitieux du XIXe siècle,
Un tel phénomène pouvait paraître surnaturel et provoquer la panique, surtout lorsqu'il était combiné aux effets de vapeur d'alcool, qui pouvaient provoquer des hallucinations. Ainsi, au début du XXIe siècle, la communauté scientifique est parvenue à un consensus. La cause la plus probable de la tragédie était une combinaison de facteurs rationnels, une fuite d'alcool, des conditions météorologiques inhabituelles, la décision du capitaine d'évacuer temporairement et la rupture mortelle de la corde qui a suivi. 2006-2022. La recherche et la technologie moderne continuent d'éclairer l'un des plus grands mystères maritimes de l'histoire. En 2006, la réalisatrice de documentaires et historienne Anne McGregor a mené une étude majeure sur les propriétés chimiques de l'alcool de nature produit dans les années 1870, en collaboration avec des chimistes de l'Université de Californie. Les résultats de l'étude, publiés dans la revue Marine Chemistry, montrent que l'alcool industriel de l'époque contenait souvent d'importantes impuretés de méthanol, d'acétone et d'autres composés volatiles. Dans certaines conditions, températures élevées, basse pression, ventilation limitée, leur évaporation pouvait créer une atmosphère non seulement explosive, mais aussi extrêmement toxique. L'exposition de l'équipage à de telles vapeurs aurait pu provoquer des symptômes similaires à ceux d'un empoisonnement, vertige, nausées, hallucinations et perte de connaissance, écrit McGregor. Cela explique pourquoi le capitaine Briggs a pu décider d'évacuer immédiatement, même si le navire ne risquait pas de couler ou d'exploser. En 2007, le docteur Andrea Sella, chimiste à l'University College London, a mené une expérience pour le documentaire de la BBC, Le navire fantôme. Il a reconstitué les conditions qui auraient pu exister dans la cale du Marie Céleste en utilisant des analogues modernes des spiritueux et des tonneaux de l'époque. L'expérience montre que dans certaines conditions, les vapeurs d'alcool peuvent provoquer une explosion froide, une augmentation soudaine de pression sans combustion. Ce phénomène pourrait produire un bruit puissant, semblable à une explosion, et semer la panique à bord, sans laisser de traces de dommages au navire. Cette explication correspond bien à l'état du Marie Céleste lorsqu'il a été découvert. Aucun signe d'incendie ou de dommages structurels, mais des signes d'une évacuation précipitée. En 2012, l'archéologue maritime David Monk découvre dans les archives de Lloyd's de Londres un document jusqu'alors inconnu, une lettre privée de l'inspecteur de la marine John Austin à son supérieur, écrito quelques jours après l'inspection du Marie Céleste. Dans ce rapport non officiel, Austin mentionne un détail curieux. Sur la carte du navire retrouvée dans la cabine du capitaine, un trace récente au crayon a été relevé indiquant une petite île de l'archipel des Açores. Cela pourrait indiquer que le capitaine Briggs prévoyait de changer de cap et de se diriger vers la terre la plus proche, peut-être en raison de problèmes à bord. Cette information ajoute un nouvel élément au puzzle complexe du Marie Céleste. Peut-être que l'équipage a non seulement abandonné temporairement le navire, mais a délibérément tenté d'atteindre la terre la plus proche, craignant pour la sécurité du navire. En 2018, un equipo internacional d'oceanógrafes et de meteorologues, utilizando des techniques modernes de modelización informatique, a reconstitué les condicions meteorologiques dans l'océan Atlantique en novembre-décembre 1862 avec une précision sans précédent. Leurs recherches montrent que les 24 et 25 novembre, dans la zone du dernier emplacement connu de Marie Céleste, une anomalie météorologique rare a été observée, une chute soudaine de la pression atmosphérique accompagnée de la formation de plusieurs trombes marines. Un tel phénomène aurait pu semer la panique, même parmi un équipage expérimenté, concluent les chercheurs. Combiné aux problèmes liés à la cargaison d'alcool et à une possible intoxication par les vapeurs, cela explique la décision du capitaine Briggs d'abandonner temporairement le navire. En 2022, 150 ans après les événements mystérieux, la communauté scientifique parvient à un consensus sur l'explication la plus probable du mystère de Marie Céleste. Le capitaine Briggs et l'équipage ont dû faire face à une combinaison de dangers, une fuite d'alcool, de conditions météorologiques inhabituelles et peut-être une trombe marine ou un autre phénomène atmosphérique, les forçant à prendre la décision d'évacuer temporairement dans un canot de sauvetage amarré au navire. À la suite d'un accident tragique,
probablement dû a un tempête soudaine ou a un forte rafale de vent, la corde se rompiu et le bateau avec les champs a été emporté en mer, ou ils sont probablement tous morts, de soif, de faim, ou se sont noyés. Laissé sans équipage, le Mary Celeste continua a deriver sous l'influence du vent et de courant jusqu'à sa découverte par le Dei Gracia le 4 décembre 1872. Bien que cette explication ne puisse être prouvée avec une certitude absolue, elle est en parfait accord avec tous les faits connus et ne nécessite pas l'intervention de forces surnaturelles ou de coïncidences incroyables. Aujourd'hui, 150 ans après les mystérieux événements survenus dans l'océan Atlantique, l'histoire du Mari Céleste perdure dans le folklore maritime, la littérature, le cinéma et la culture populaire. L'expression « like the Mary Celeste », comme le Mari Céleste, est entrée dans la langue anglaise pour décrire des lieux inexplicablement abandonnés. Les recherches scientifiques des dernières décennies ont considérablement amélioré notre compréhension de ce qui a pu arriver à l'équipage du navire. Le consensus actuel privilégie une reconstitution des événements fondée sur une combinaison de preuves documentées et d'explications rationnelles. L'héritage du Mari Céleste est préservé dans de nombreux musées maritimes du monde entier. Des objets liés au navire et à son équipage sont exposés au Musée maritime d'Halifax, Nouvelle-Écosse, à la Smithsonian Institution, Washington, au National Maritime Museum Greenwich, Londres, et dans un petit musée sur l'île Spencer où le navire a été construit. L'histoire du Mari Celeste reste non seulement un mystère de l'histoire maritime, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie humaine face à l'océan, des conséquences tragiques que peuvent avoir des décisions apparemment ordinaires et de la soif insatiable de l'homme de réponses à des questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse complète. Dans les ports du monde entier, les marins racontent encore des histoires de navires fantômes et de son équipage disparu. Par les nuits calmes, lorsque le vent tombe et que l'océan devient lisse comme du verre, ils disent apercevoir la silhouette fantomatique d'un brick goélette, naviguant sans équipage, voile à moitié rentrée, à un éternel vagabond de mer, gardien d'un mystère vieux d'un siècle et demi. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nouvelles. Partagez votre avis sur cet incroyable incident dans les commentaires. Peut-être avez-vous vous-même été témoin d'une scène inexplicable?